Salut! Bon, d'abord, désolé, mais je vais commencer par l'habituelle demande de partage et d'abonnement. J'ai oublié de le faire la dernière fois, et il ne faut pas que je m'étonne que ma chaîne ne décolle pas si je ne fais même pas le minimum. Bon, cette vidéo devrait être relativement courte. C'est que j'ai assez peu d'idées sur le sujet que je veux aborder, j'ai des intuitions, mais elles ne sont pas bien établies. J'ai pensé que le fait de chercher à vous les partager pourrait m'aider à les clarifier, et aussi que peut-être cela vous conduirait à repentir et à proposer un nouvel éclairage. Je vais commencer par l'anecdote qui a amorcé cette réflexion. Une amie me racontait une soirée techno où elle était quelques jours plus tôt. Elle me confiait son admiration pour les DJ qui avaient joué ce soir-là. Alors qu'elle me faisait le portrait de ces musiciens, ses yeux brillaient intensément. Et moi, de mon côté, je sentais une petite gêne. J'ai donc tenté d'explorer cette gêne pour comprendre à quoi elle renvoyait. La première option qui m'est venue est toute bête. Je suis jaloux, je voudrais qu'elle m'admire moi plutôt qu'eux. C'est ma première hypothèse parce que c'est la plus ordinaire. Mais voilà, même si je ne fais pas une confiance extrême au pouvoir de l'introspection, je dois reconnaître qu'un examen un peu attentif m'invite à écarter cette option. Notamment pour des raisons personnelles qu'il serait sans intérêt de développer ici. Bien sûr, je peux me tromper, mais il me semble assez certain que ce n'est en tout cas pas la cause principale. On reviendra dessus à la fin, mais pour l'instant, mettons-la de côté. La seconde hypothèse explicative qui m'est venue à l'esprit renvoie à l'idée de rapport de force. Ce qui me gêne dans le témoignage de mon amie, c'est qu'elle révèle une forme d'admiration vis-à-vis de ses musiciens. Or, l'admiration n'est pas un sentiment anodin, il n'est pas sans conséquence. L'admiration génère presque automatiquement une dissymétrie dans la relation à la personne admirée, une espèce de déférence. Dans le cas où mon amie serait par exemple conduite à rencontrer un de ces DJ, il me semble crédible que l'interaction soit immédiatement prise dans une logique de domination. Cette domination n'est pas forcément violente, ni même toujours explicite, notamment parce qu'elle opère via une impression spécifique, celle d'être charmé par quelqu'un. Mais prenons une seconde pour remarquer une subtilité linguistique. Être charmé, c'est en fait être sous le charme de quelqu'un. Sous le charme, comme sous l'emprise de son charme, c'est-à-dire dominé par une espèce de force psychologique. Cela suppose donc une forme d'inégalité entre les deux individus, une inégalité de valeur, au moins ici sur le plan spécifique de la création musicale. Mais je crois que ça déborde ce seul cadre, puisque ça peut se traduire en un sentiment du type « Oh, j'ai de la chance de pouvoir parler à ce musicien si talentueux », alors que sinon ça se limiterait à « J'ai de la chance de pouvoir écouter en concert ce musicien si talentueux ». Donc je ne crois pas qu'un tel sentiment soit anodin. C'est le point de départ de nombreux abus. On voit ça régulièrement et la super chaîne Patchwork a même consacré une vidéo à ce problème quand ça concerne les youtubeurs. Ces situations d'admiration me semblent dangereuses, même quand elles se limitent à un champ d'activité précis, au moins pour ces raisons-là. Attribuer une valeur à un individu, en vertu d'une capacité que nous pouvons expliquer, c'est, je crois, conférer un ascendant à l'autre, et c'est donc mettre en place une relation de pouvoir déséquilibrée. Sûrement pas aussi explicite que celle qui se joue par exemple dans la relation patron-employé. Mais l'admiration est un affect qui suppose malgré tout la reconnaissance plus ou moins consciente d'une supériorité et ainsi attribue à l'admiré un pouvoir d'influence sur l'admirant. Pour le dire autrement, on écoute un peu plus attentivement quelqu'un qu'on admire. Mais alors, qu'entend-on par admiration? Je crois que pour pouvoir parler d'admiration, il faut réunir deux conditions. 1. Admirer quelqu'un, c'est toujours reconnaître à cette personne une capacité à faire quelque chose dont nous ne sommes pas capables. On n'admire pas quelqu'un qui fait des choses dont on est soi-même capable, c'est tout bête. Mais ça ne suffit pas. Je peux tout à fait reconnaître que telle personne est capable de choses dont je suis incapable sans l'admirer pour autant. Alors, quel est le deuxième critère? On pourrait dire tout simplement, il faut accorder de la valeur à la capacité qu'on reconnaît à l'autre. Mais c'est pas sûr que ce soit suffisant. Donnons des exemples. Anna est une grande footballeuse. Bernard est un trader exceptionnel. Carla est la meilleure dentiste. David est un mécanicien hors pair. Ce qui est intéressant à noter avec ces exemples, c'est que l'image que j'ai de leurs compétences varie. Je n'ai rien à foutre du foot. Bon, j'ai joué plus jeune, mais aujourd'hui, je m'en tamponne le popotin. Donc bon, même si je reconnais qu'Anna est infiniment plus forte que moi au foot, ça ne m'enthousiasme pas des masses. Quant à Bernard, je déteste la finance. Je suis sûr que Bernard maîtrise tout un tas de compétences et de connaissances techniques qui m'échappent complètement. Pour autant, je trouve ça nul, et pour moi, c'est gâcher sa vie, et d'ailleurs aussi celle des autres, de se consacrer à la finance. Logiquement, ça n'induit pas d'admiration.
Je sais me laver les dents, mais c'est à peu près tout pour ce qui est de mon savoir dentaire. Donc oui, le gap technique entre moi et Carla est abyssal. Par ailleurs, je trouve une utilité évidente au dentiste. Heureusement qu'il y en a. Mais ce n'est pas pour autant que je vais éprouver ce sentiment particulier qu'est l'admiration. Enfin, David, l'expert en mécanique. Eh bien, c'est un cas intéressant parce que même si je conduis très rarement, même si je ne me suis jamais passionné pour les voitures ou les motos, je dois admettre que j'aimerais bien m'y connaître en mécanique. Je veux dire que si d'un coup de baguette magique on m'offrait une expertise en mécanique, je ne serais pas blasé. Je ne sauterais pas au plafond non plus, ça ne changerait pas ma vie, n'exagérons pas, mais je serais sincèrement content. Je me dirais, cool, je comprends comment un moteur fonctionne, je suis capable de le réparer. Malgré le charme et l'intérêt que j'associe à la connaissance mécanique, cela n'implique pas pour autant de l'admiration à proprement parler. Je peux être envieux du savoir de David sans l'admirer. Alors quand y a-t-il admiration ? Eh bien, c'est le deuxième point. Je dirais que le deuxième critère fondateur de l'admiration, plus flou à définir, c'est quand la qualité ou la capacité que l'on reconnaît à l'autre déteint sur l'idée que l'on se fait de la personne en général. On pourrait dire que l'admiration commence quand la compétence qu'on reconnaît chez l'autre déborde le cadre de son effectuation. C'est-à-dire quand on associe, consciemment ou non, certaines caractéristiques personnelles à la compétence en question. Quand il ne s'agit plus seulement de reconnaître une compétence du type Alice sait faire X, mais quand cette compétence reconnue implique, à nos yeux, d'autres choses que l'on valorise également. Pour le dire autrement, c'est quand on attribue, à cause de la compétence en question, une valeur à la personne dans son ensemble. Alice a réalisé un film merveilleux, alors c'est forcément quelqu'un d'intéressant. Bob est un scientifique important, alors c'est forcément quelqu'un d'intelligent. Ce type d'association plus ou moins consciente n'a pourtant rien d'évident. Revenons à mon ami et à ses DJ. Pourquoi parler ici d'admiration ? Eh bien parce qu'il s'agit de musique. Et au contraire de la mécanique, des compétences en trading ou en chirurgie dentaire, la musique appartient à un domaine, l'art, qui jouit d'un statut et d'une aura particulière. L'art, c'est ce truc un peu mystérieux et un peu magique. Sans doute qu'on peut faire l'histoire de cet imaginaire lié à l'art, et probablement qu'un moment clé est le romantisme. Le romantisme allemand, incarné par les frères Schlegel, Caroline Schelling, Novalis ou Dorothea Veit, défendait une conception de l'art comme absolue. Penser l'art comme absolu, c'est-à-dire également comme accès à une vérité métaphysique, cela transforme nécessairement l'imaginaire autour de l'artiste. Plutôt qu'un simple artisan de l'expérience esthétique, l'artiste devient une sorte de mystique, de mage, de chaman. Le romantisme français doit lui aussi beaucoup au romantisme allemand. Pour aller vite, voire très vite, le romantisme est un mouvement culturel qui met l'accent sur la sensibilité. Et mettre l'accent sur la sensibilité, c'est mettre l'accent sur l'intériorité, sur le vécu subjectif, bref, sur la personne à l'origine de l'œuvre. Rapidement, l'artiste est celui qui jouit d'une sensibilité particulière. Et cette sensibilité est valorisée quand on la comprend comme une forme d'accès à une vérité. D'autant plus que c'est une vérité qui échapperait à celles et ceux qui ne sont pas aussi sensibles. Un exemple qui incarne cette idée, c'est la lettre du voyant de Rimbaud. En voici un extrait bien connu et fort révélateur, je crois. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme déjà riche, plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Je crois que cela fait assez explicitement un portrait du poète, et par extension de l'artiste, comme une figure héroïque, une espèce d'aventurier, un surhomme accédant à des dimensions supérieures de la réalité. L'œuvre devient tout à la fois la trace de cette expérience, le témoignage de cette vision d'un au-delà du monde ordinaire, et l'avant-goût, pour le lecteur et la lectrice, de cette vérité qui ne s'est dévoilée pleinement qu'à l'artiste. Cela a donc une autre implication. Si l'artiste jouit d'une aura prestigieuse à cause de ses visions, cette aura déteint sur celles et ceux qui sont capables de recevoir l'œuvre. En ce sens, être ému par l'œuvre d'un artiste visionnaire, c'est, en quelque sorte, se hisser à la hauteur de cette vision géniale, c'est s'en faire le dépositaire. D'où l'on voit apparaître une espèce de logique un peu étrange qui lie l'artiste à son audience. Le spectateur reconnaît à l'artiste une supériorité, mais ce n'est pas sans contrepartie, dans la mesure où cette grandeur accordée à l'artiste lui revient sous une forme indirecte.
Si je sais apprécier l'œuvre d'un génie, c'est que je suis moi-même pas si loin d'être génial. Je vois donc ici deux problèmes à la fois distincts et liés. 1. Cette tendance spontanée à accorder une espèce de supériorité sensible implicite à la personne qu'on identifie comme cause de l'œuvre aimée. Et 2. La relation de dépendance que cela induit chez le spectateur ou la spectatrice. C'est que pour m'approprier quelque chose de la grandeur de l'œuvre que j'aime, je dois passer par la reconnaissance de cette supériorité chez son auteur. Pourquoi? Et tout simplement, comme on le disait, parce que l'on a tendance à voir l'œuvre d'art comme le produit et l'extension d'une vision dont seul un être supérieur est capable. Rappelons-nous ce que disait Dieu. Ce n'est pas parce que nous jugeons qu'une chose est bonne que nous la désirons. C'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Est-ce jamais plus vrai qu'avec l'art? Je suis profondément ému par une œuvre, musicale, cinématographique, littéraire, peu importe. Plutôt que de prendre l'émotion pour elle-même, comme une expérience qui se suffit, je lui attribue spontanément une cause. Si une œuvre m'émeut à ce point, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elle doit être objectivement de bonne qualité. C'est une œuvre réussie. Une œuvre réussie, c'est-à-dire bien exécutée, originale et non cliché, fine et non caricaturale, belle et non laide, intelligente, etc. Bref, toute une série de critères qu'on associe plus ou moins consciemment à l'œuvre quand on a cette impression qu'une œuvre d'art est réussie. Et une telle réussite n'est pas un accident, s'autorise-t-on à conclure dans la foulée. C'est forcément le produit d'un esprit supérieur, d'une vision. Dans notre monde, la conception de l'expérience esthétique dominante suppose un spectateur et une spectatrice d'une œuvre d'art comme des agents passifs, recevant le message de l'œuvre, contemplant sa réalité. L'esprit du spectateur se laisserait guider par le contenu de l'œuvre. Jamais ne présente-t-on le spectateur ou la spectatrice comme étant l'auteur de sa propre expérience, de sa propre émotion. Aussi voyons-nous l'œuvre comme un relais de la vision de l'artiste, comme le véhicule du message ou de l'émotion qu'il cherche à nous faire passer. Par conséquent, il nous semble que l'on doit la beauté et l'intensité de notre expérience à l'artiste, à son vécu intérieur, à ce qui se passe en lui au moment de la création de l'œuvre. Cette impression-là me semble peu saine pour les raisons qu'on imagine aisément. On est dépossédé de notre propre expérience, puisqu'on en identifie la cause chez un autre être humain. Dans la foulée, on se positionne dans une relation d'infériorité et de dépendance à la personne qui a, selon nous, rendu notre expérience possible. Une relation d'infériorité et de dépendance, notamment parce que c'est une expérience plaisante qu'on veut donc revivre. L'artiste devient cette personne qui détient les moyens de nous faire vivre un certain type d'expérience, le genre d'expérience que, précisément, on recherche. Cette association dans notre esprit n'est pas sans conséquence. On pourrait être tenté d'y voir une explication potentielle de la manière dont notre société tend à défendre des artistes qui sont par ailleurs des salopards. Mais j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une affaire de statut social, de pouvoir. Ce sont des figures institutionnalisées. Les attaquer eux revient donc à attaquer les institutions qui les ont validées. Et elles se défendent bien, les institutions. Elles ont de plus gros moyens que les militants. Peut-être que ça existe quand même à plus petite échelle, genre Eric qui défend et pardonne les déclarations homophobes de son musicien préféré parce qu'il aime tellement sa musique que ça lui ferait trop mal de reconnaître le problème et donc d'y renoncer. La troisième hypothèse explicative est directement liée à la précédente, je crois. Je pourrais appeler ça l'aliénation au concept de personne. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a tendance à voir les personnes comme les auteurs des actions. Bob est un DJ qui fait danser les foules. Quand ses fans le regardent mixer avec admiration, ce qu'ils voient, c'est Bob, et le regard s'arrête là, à l'incarnation visible de ses capacités de DJ. On ne voit pas sa mère qui lui a appris à jouer d'un instrument quand il était petit. On ne voit pas son prof au conservatoire de quartier qui lui a fait découvrir les percussions indiennes. On ne voit pas les politiques culturelles qui ont permis, via des financements, à certains concerts d'avoir lieu dans la ville de Bob, enrichissant ainsi sa culture musicale. On voit Bob et on se dit « Quel talent !» C'est peut-être encore pire avec le cinéma. C'est une industrie et il faut énormément de monde pour faire un film. De la production à la post-production, en passant par la musique, les décors, mais on glorifie surtout les acteurs et les actrices. Même les réalisateurs et réalisatrices sont moins connus. Et je ne parle pas des scénaristes, qui sont pourtant à l'origine de l'histoire qui fait le film. Mais c'est vrai aussi en sciences. Le prix Nobel récompense une, deux ou trois personnes, quand c'est un labo et donc toute une équipe qui a rendu la découverte possible. Et sans doute ne faut-il pas s'arrêter là dans la déconstruction du mythe de l'individu performant. Ce n'est pas simplement un groupe d'individus qui rend possible une découverte scientifique. C'est une histoire, une culture, une société. Ce sont des décisions politiques, des financements. Ce sont les travaux des scientifiques du passé. Aucune découverte n'est le fruit d'un individu ou d'un groupe restreint d'individus. Aucune réussite n'est le fait d'une personne. Pour prendre une image peut-être plus parlante, imaginez qu'on est tous dans un bateau, type galère. Il y en a qui rament, d'autres qui font la bouffe, etc. Et à la proue du bateau, il y a Bill avec une longue vue. Et tout d'un coup, Bill voit une île.
Ce serait gonflé de dire que c'est Bill qui a découvert l'île. On l'a découvert tous et toutes ensemble. J'ai l'impression que notre monde a tendance à applaudir Bill, à lui filer les lauriers, la thune, l'admirer, lui donner une position sociale avantageuse, un statut qui lui donnera un ascendant sur les autres. Alors revenons à Bob le DJ. Si l'expérience est plaisante quand Bob est derrière les platines, il n'en est que le représentant en un sens. Il me semble problématique de lui attribuer tout le mérite. Et vous savez ce que je pense du mérite en plus. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir cette vidéo. La quatrième et dernière hypothèse est la plus intéressante à mes yeux. C'est elle qui a déclenché l'envie d'écrire cette vidéo et elle rassemble en creux les hypothèses précédentes. Mais c'est aussi la plus difficile à développer, précisément parce qu'elle se heurte à tout un tas de préjugés. Je pourrais l'appeler le culte de la performance. On pourrait aussi l'appeler le culte de la compétence. Pour le dire autrement, c'est l'idée et le sentiment selon lesquels il vaut mieux savoir faire quelque chose. C'est le fait d'associer une valeur à une compétence, à une capacité. Cela fait sans doute un écho indirect à la vidéo de Patchwork sur le capacitisme, c'est-à-dire cette tendance à exclure du champ politique les personnes à qui il manquerait une capacité considérée comme essentielle. De manière plus générale, c'est cette tendance qui consiste à valoriser le savoir-faire, la maîtrise technique. Sans doute que ça rejoint la valorisation des connaissances en général. Cette idée toute bête selon laquelle savoir, c'est mieux que ne pas savoir. Pourquoi cette intuition? Là, on retrouve quelque chose de la jalousie dont on parlait plus haut. Quand j'étais plus jeune et que je me retrouvais dans des fêtes au lycée, il y avait toujours des garçons qui savaient danser le rock. Moi, on ne m'avait jamais appris. Je trouvais ça injuste. Pourquoi le fait qu'on ne m'ait pas appris quelque chose suffit à me rendre moins intéressant, moins admirable? À l'époque, je ne déconstruisais pas cette valorisation des compétences, mais je me demandais quand même pourquoi il semblait plus important aux yeux de mes copines et copains de classe de savoir danser, faire du skate ou dessiner, que d'être quelqu'un d'honnête, de gentil, de fiable, sur qui on peut compter, etc. À 15 ans, je ne me sentais pas cool parce que j'avais le sentiment que je ne savais rien faire. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, j'ai parfois l'impression que ça ressemble encore beaucoup à mon adolescence. On continue à survaloriser les compétences davantage que les traits de caractère. Une illustration de ce problème, c'est ce qu'on évoquait plus tôt, à savoir la glorification d'artistes qui étaient par ailleurs des salauds. Il y a ce fameux débat tout pourri qui n'a aucun sens. Faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Cette question est débile, je suis désolé de le dire comme ça. À une époque, on s'est demandé s'il fallait dissocier l'œuvre de l'artiste, ce qui n'est pas pareil. En gros, on commençait à promouvoir le fait de recevoir une œuvre et de l'interpréter indépendamment de l'individu qui en était l'auteur. Typiquement, cela voulait dire par exemple ne pas chercher dans la biographie de l'écrivain ou de la peintre des éléments qui viendraient éclairer le sens de l'œuvre, ne pas donner d'importance aux intentions de l'artiste. C'est une problématique de philosophie de l'art et elle a son sens dans ce cadre-là, c'est-à-dire une question qui concerne la réception, l'analyse, la critique d'œuvres d'art. C'est devenu ce problème beaucoup moins bien posé qui consiste à savoir s'il faut séparer l'homme de l'artiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que ça veut dire, si on répond oui, qu'on peut célébrer l'artiste tout en condamnant l'homme. Mais comment? Quand on file un César à l'artiste Polanski, c'est bien l'homme Polanski qui le reçoit et c'est son compte en banque qui encaisse les entrées en salle. J'avoue que j'ai du mal à piger la logique là. En plus, pourquoi l'art serait-il un cas à part? L'art n'est pas une activité à part dans l'ensemble des activités culturelles humaines. Pourquoi ne se demande-t-on pas s'il faut séparer le sportif de l'homme? Tel footballeur a violé une femme, mais bon, il fait vibrer tellement de fans avec ses dribbles chaloupés. On marche sur la tête. Voilà le message que ça envoie. Si vous êtes super talentueux dans un domaine que la société valorise, on s'en fout que vous soyez quelqu'un de bien. Être une bonne personne est moins déterminant pour votre réussite sociale que vos capacités artistiques. Et je crois, malheureusement, que ce n'est pas seulement la vieille société institutionnelle boomer qui est coupable de ce travers. On trouve partout des formes d'admiration pour des compétences ou des talents. On fait une chaîne YouTube pour donner des conseils de cuisine. On fait des threads Twitter pour partager son expertise scientifique. On publie ses dessins sur Instagram en espérant qu'ils plaisent. On montre des travaux de rénovation qu'on a accomplis pour faire valoir nos capacités de bricoleur sur TikTok. On raconte sur Facebook le temps qu'on passe à la salle de sport pour témoigner de nos efforts et de notre autodiscipline. De manière générale, on célèbre les accomplissements des uns et des autres. On admire celles et ceux qui réussissent ce qui nous semble difficile, ce que l'on serait incapable de réaliser soi-même. Ça m'embête parce que je trouve qu'il serait plus intéressant de valoriser des comportements ordinaires. La façon dont une personne s'adresse à une serveuse dans un café, par exemple, ça me semble plus important que de savoir jouer au piano. Ou la manière dont on gère une rencontre avec une personne précaire qui demande de l'argent dans le métro ou dans la rue. Si t'es indifférent ou pire, méprisant, tu peux être le plus grand artiste du monde, t'auras pas un gramme de respect de ma part. J'ai 1000 fois plus d'estime pour l'empathie et la solidarité que pour les différents exploits qu'on nous vend comme extraordinaires. Aussi bien ceux qui font de longs voyages en solitaire comme des aventuriers, ceux qui sont de grands artistes ou d'importants scientifiques.
Je suis en train de finir Un monde vulnérable de Joan Tronto. Un truc que j'ai trouvé important, c'est qu'elle dit que le soin n'a pas une place centrale dans notre société. Ça s'explique historiquement, bien sûr, parce que la morale du soin fut associée aux femmes et, par conséquent, contenue dans l'espace privé du foyer. La politique, l'organisation de la vie publique, elle, devait être une histoire de rationalité, de gros cerveau. La société récompense davantage ceux qui cultivent leur propre esprit que ceux qui sont surtout préoccupés par le sort des autres. Il est plus important d'être intelligent que d'avoir le sens du soin. Ça se traduit par exemple par le fait que les métiers du soin sont marginalisés. Ce sont souvent des femmes et des non-blancs qui occupent ces postes-là, et c'est mal payé évidemment. Et là, Joan Tronto mentionne un cas particulier, les médecins. C'est clairement un métier de soin, et on ne peut pas dire que les médecins soient marginalisés dans notre société. Au contraire, ce sont souvent des hommes, souvent blancs, ils sont bien payés, et ils jouissent d'un vrai statut social. Mais Tronto nous rappelle l'évidence. En réalité, la valorisation symbolique dont jouissent les médecins tient moins à ce qui, dans leur métier, relève du soin que de ce qui relève de la compétence et de la maîtrise technique. La gloire que tirent les médecins tient davantage à leur expertise supposée. Et de fait, plus les médecins sont connus et reconnus, et plus ils consacrent de temps à des activités déconnectées des patients. Faire de la recherche, donner des conférences, participer à des colloques, etc. Schématiquement, plus le médecin est starifié, moins il passe de temps à soigner. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous donne un autre éclairage à notre problème. Ce n'est pas simplement la compétence que nous glorifions, mais un certain genre de compétence. Car le soin suppose de véritables compétences. Savoir écouter, savoir entendre les besoins, savoir rassurer, on pourrait allonger cette liste. En fait, la société valorise des compétences précises, celles qui relèvent d'une symbolique de la puissance, intellectuelle ou physique. Celles qui conduisent à dire « il est trop fort ». On ne s'exclame pas « il est trop fort en gentillesse », elle est trop forte en honnêteté. Et je crois que c'est assez révélateur. Parce que donc, on n'admire pas quelqu'un pour sa gentillesse ou son honnêteté. Je crois que ça dit quelque chose de notre culture et de ce qu'on encourage. Honnêtement, moi j'ai l'impression que je ne sais rien faire. Il n'y a pas si longtemps, j'ajoutais « je ne sais même pas conduire ». Mais j'ai enfin passé le permis, donc c'est plus tout à fait vrai. J'ai écrit des livres, des articles, mais est-ce que je sais écrire? Pas vraiment. C'est un certain pan de la société dans laquelle je vis qui s'exprime à travers moi. En aucun cas puis-je prétendre avoir la maîtrise de mon discours. Mon esprit est une éponge qui absorbe des pensées environnantes et les ressort dans d'autres situations. Seul un contexte favorable peut faire advenir des phrases dans ma tête que je tape ensuite sur mon clavier de manière instinctive. De la même manière, si par hasard mes vidéos vous intéressent, c'est grâce aux idées qui y sont développées. Mais ces idées s'imposent à moi comme un film s'impose à notre regard. Je n'y peux rien. Je ne suis pas l'auteur des idées. Je ne suis pas capable de façonner une pensée comme un menuisier fabrique une table. Je suis pleinement passif. Je reçois des mots dans la tête. Même si l'idée est originale, voire inédite, je ne considère pas que j'en suis le créateur. Bref, assez parlé de moi, on s'en fout. Ce que je veux dire, vous l'avez compris, c'est qu'on a une forte tendance à donner de la valeur au fait d'être capable de quelque chose. Et ça peut vouloir dire tout un tas de trucs. Ça peut vouloir dire admirer la personne qui est dotée de telle ou telle capacité. Et comme on le sait, l'admiration n'est pas un sentiment sans risque. Cela confère un statut particulier à la personne admirée, statut qui peut se transformer en logique de domination. Ça peut aussi vouloir dire mépriser les individus qui ne sont pas capables de telle ou telle chose. Valoriser les compétences, c'est aussi considérer certaines aptitudes comme des prérequis. Ainsi, toute personne qui en est dépourvue est déconsidérée, voire même parfois déshumanisée. C'est le danger propre à ce qu'on nomme le validisme, une tendance à percevoir les personnes porteuses de handicap comme inférieures en un certain sens, au moins comme étant diminuées. Cela peut également nous conduire à glorifier une compétence pour elle-même, de la glorifier indépendamment du sens qu'elle a pour la communauté, du bien qu'elle fait à la société. De fait, la fonction de la compétence de la société n'est visiblement pas une préoccupation centrale. Typiquement, la capacité à écouter avec bienveillance une personne qui souffre est, dans notre monde, bien moins valorisée que la capacité à savoir bien jouer au foot. On valorise la capacité à se distinguer, être original, différent, à se démarquer, bien plus que la discrétion, la capacité à se sacrifier, à donner de son temps, etc. Prenons le temps de nous demander pourquoi valorisons-nous telle capacité. Je sens que certains auront envie de me répondre « mais c'est bizarre ton truc ». Parce que clairement, c'est cool de savoir faire des choses, c'est cool que l'être humain apprenne, évolue, progresse, se dépasse, repousse les limites de ce qu'il peut faire. Et à ça, je répondrai deux choses. D'abord, j'aimerais bien qu'on questionne le bien fondé de ce présupposé. Est-ce qu'on est véritablement sûr de ça? Et pourquoi croit-on cela? Pourquoi pense-t-on que la vie humaine, augmentée de techniques et de savoir, vaut forcément davantage que la vie préhistorique, par exemple, avant même l'invention du feu? Pourquoi est-on si certain que c'est mieux? Et qu'est-ce que ça veut dire ce mieux dans cette intuition? Et puis, on peut aussi faire des comparaisons moins drastiques. Toute chose égale par ailleurs, la vie en 2023 vaut-elle fondamentalement plus que la vie en 1923 ou en 1823? Je dis toute chose égale par ailleurs parce que il faut bien reconnaître que même si nous vivons dans une société encore extrêmement discriminante,
Cela fut souvent pire par le passé. Donc, quand bien même je concéderais qu'il est bon que l'être humain progresse, quel est le type de compétence que l'être humain choisit de faire progresser en priorité? Oui, ce serait super chouette que l'être humain apprenne, évolue, progresse, se dépasse et repousse les limites de ce qu'il peut faire en termes de justice sociale, de compassion, de gentillesse. Mais au lieu de ça, on célèbre plutôt des compétences individualistes qui favorisent cette espèce de grande compétition déterminant la réussite sociale. Pourquoi ces capacités-là? De manière générale, pourquoi aimons-nous fantasmer le héros solitaire plutôt que la communauté solidaire? Il faut croire que l'idéologie dominante tend à valoriser l'individu compétent et autonome plutôt que l'entraide collective, la compétition plutôt que la coopération. Sans surprise donc, les compétences qui jouissent d'un statut particulier sont souvent celles des dominants, donc des hommes, des bourgeois, des blancs. Dans notre monde, une compétence généralement associée au genre masculin, comme savoir bricoler, implique plus de prestige que de savoir coudre, par exemple, une compétence généralement associée au genre féminin. Et au niveau des classes sociales, le fait de savoir jouer du piano suppose une valeur symbolique plus élevée que le fait de savoir jouer aux jeux vidéo. Et si on prend les 50 œuvres d'art les plus chères du monde, 2 seulement sont peintes par des non-blancs, et encore toutes par des hommes. Pour conclure très rapidement, vous l'avez compris, moi, les gens qui savent faire des trucs, ça m'impressionne pas des masses. Tant mieux pour eux, et tant mieux si leurs compétences font du bien aux autres. Mais au-delà du fait que ça n'impressionne pas, je trouve qu'il y a un truc pas net dans notre rapport aux compétences ou aux performances. Dans cette tendance à voir différemment un individu à cause de ce qu'il est capable de faire. C'est probablement révélateur d'un fantasme de l'individu tout-puissant, auteur de ses actions et par extension de sa propre valeur. Au-delà de ça, je me demande si on peut dépasser fondamentalement la valorisation de la puissance en général. Est-il possible, en tant que société, de considérer sérieusement que non, ce n'est pas mieux d'être plus fort, plus intelligent, plus habile, plus cultivé, plus malin, plus drôle, plus charismatique? J'imagine que cette idée paraîtra bizarre à un certain nombre d'entre vous, mais peut-être qu'elle vous intriguera quand même, ou mieux encore qu'elle vous fera réfléchir. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. À bientôt!